Jennifer Blagg a grandi dans l'Oklahoma avec sa mère célibataire et son frère David. Ils partageaient des liens familiaux étroits et aimaient passer du temps ensemble, que ce soit en jouant à la poupée ou aux voitures. Jennifer était d'un naturel artistique, s'adonnant au piano et à la danse, et était connue pour sa nature amusante et sociable, ayant beaucoup d'amis. Au début des années 90, Jennifer a rencontré Michael Blagg, un militaire de la marine. Michael a grandi dans une famille à vocation militaire, son père étant colonel de l'armée de l'air, ce qui l'obligeait à déménager fréquemment. Bien que cette mobilité ait pu avoir un impact sur sa vie sociale, elle n'a pas affecté ses résultats scolaires. Michael a excellé à l'école, a participé au Governor's Honors Programme et a poursuivi des études d'ingénieur nucléaire à Georgia Tech. Pendant cette période, il a également travaillé à temps partiel et s'est engagé dans la marine. Au cours de son service dans la marine, Michael a piloté des hélicoptères pendant la première guerre du Golfe. Jennifer et Michael se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs qui sortaient ensemble. Lorsqu'ils se sont rencontrés lors d'une soirée, l'étincelle a immédiatement jailli entre eux. Michael a rapidement donné son numéro de téléphone à Jennifer et l'a invitée à sortir avec lui. Leur première sortie s'est faite au cinéma et à partir de ce moment-là, ils sont devenus inséparables. Ils se sont mariés en 1991 et pour ceux qui les observaient de l'extérieur, ils semblaient être le couple parfait. En 1995, ils ont eu une fille, Abby. Jennifer, mère au foyer, était très impliquée dans la vie de sa fille. Une fois qu'Abby est entrée à l'école, Jennifer a travaillé comme assistante pédagogique à l'école chrétienne d'Abby, assistant à tous les spectacles et événements. Elle était également très active dans son église, organisant et dirigeant des groupes de prière. L'un des éléments clés de son attirance pour Michael était son engagement profond dans la foi, qui correspondait au sien. Michael a assumé des rôles tels que celui d'enseignant à l'école du dimanche et de diacre dans leur église. La famille Blagg déménage souvent et, en 2001, elle quitte la Caroline du Sud pour s'installer à l'ouest de Grand Junction, dans le Colorado. Jennifer s'était contentée de Simpsonville, en Caroline du Sud, où elle avait noué des amitiés et animé une étude biblique féminine. Son ami Melson a déclaré « Jennifer appréciait la force de Michael et sa façon de prendre les choses en main. Il prenait soin d'elle et était très protecteur. » Cependant, Melson a également observé que l'attitude protectrice de Michael semblait parfois inhabituelle aux yeux des amis de Jennifer. Melson se souvient d'un incident particulier survenu alors qu'elle et une autre amie visitaient la maison des Blagg. À l'approche de 4 heures, heure à laquelle Michael devait rentrer du travail, Jennifer semblait visiblement anxieuse, concentrée sur la préparation rapide de la maison pour répondre aux attentes de Michael. Ils avaient déménagé à Grand Junction pour le travail de Michael en tant que directeur des opérations dans une usine de fabrication nommée Amitech. Malgré leurs fréquents déménagements, les Blagg semblaient être une famille unie et heureuse. Jennifer et Michael étaient tous deux très impliqués dans leur rôle de parents. Abby était une enfant extravertie et pleine de vie, désireuse de discuter avec n'importe qui de n'importe quoi. Élevée à l'église, elle était bien élevée et avait un sens aigu de la foi. Michael était un père de famille dévoué qui, après une longue journée de travail, rentrait chez lui pour passer du temps avec Jennifer et Abby. Il aimait jouer avec sa fille et se faisait un devoir de lui lire chaque soir une histoire à l'heure du coucher. Le 12 novembre 2001, Jennifer a préparé les vêtements d'Abby pour l'école du lendemain et a placé ses devoirs dans son sac d'école dans le couloir, prête pour le matin. Après avoir prié et écouté son histoire, Abby s'est endormie. Michael et Jennifer sont restés éveillés un moment, puis se sont couchés ensemble vers 10 heures. Le 13 novembre a commencé comme n'importe quel autre jour. Michael est parti au travail entre 6h30 et 6h, son horaire habituel, et avant de partir, il a embrassé Jennifer et Abby pendant qu'elles dormaient. Tout au long de la journée, Michael a essayé de joindre Jennifer à plusieurs reprises, à la fois par téléphone portable et fixe, mais en vain.
Son dernier appel a eu lieu vers 3 heures, au cours duquel il a laissé un message exprimant son inquiétude quant à son incapacité à la contacter. Lorsqu'il est rentré chez lui à 4 heures, il a constaté que Jennifer et Abby avaient disparu et a trouvé une grande mare de sang dans la chambre principale. Il a également constaté que le sac à main de Jennifer avait été vidé. Cette scène alarmante l'a conduit à appeler le 911. À l'arrivée de la police, Michael attend à l'extérieur. Les policiers sont entrés dans la maison pour s'assurer que personne n'était blessé et ont sécurisé les lieux. Ils ont ensuite fait appel à l'unité des crimes complexes pour enquêter sur ce qu'ils ont considéré comme une scène de crime suspecte. Les enquêteurs ont constaté que, bien qu'une boîte à bijoux ait été renversée, rien ne semblait manquer, ce que Michael a confirmé. La police a ratissé le quartier, mais n'a trouvé aucun témoin ayant vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Elle a également contacté les hôpitaux voisins pour vérifier si quelqu'un avait été admis avec des blessures importantes. Dans un premier temps, la police a soupçonné un volume et un enlèvement, mais elle a eu du mal à comprendre pourquoi quelqu'un s'en prendrait à une famille chrétienne respectée et dévote. Leur enquête a pris une nouvelle tournure lorsqu'ils ont contacté l'école d'Abby et découvert qu'elle n'était jamais arrivée ce jour-là. La situation est devenue encore plus étrange lorsque l'école a révélé qu'une personne, dont l'identité n'a pas pu être vérifiée, avait appelé la veille pour dire qu'Abby n'irait pas à l'école le lendemain. Cela a conduit la police à soupçonner que l'incident avait été prémédité et à se demander si la famille n'avait pas été prise pour cible, éventuellement par quelqu'un qui la harcelait. Les enquêteurs se sont attachés à établir une chronologie, réalisant que, puisqu'Abby n'était pas allée à l'école, les événements avaient dû se dérouler peu après le départ de Michael pour son travail. Alors qu'il interroge Michael, celui-ci raconte les événements de la journée, mais les policiers restent perplexes. L'étendue de la mare de sang laissait supposer des blessures graves ou une mort probable, mais sans savoir à qui appartenait ce sang, la police ne pouvait pas confirmer le sort de Jennifer et d'Abby. Par conséquent, toutes deux ont d'abord été classées comme personnes disparues pendant que l'enquête se poursuivait. Les enquêteurs ont interrogé Michael pour savoir s'il était au courant de problèmes que Jennifer aurait pu rencontrer avec quelqu'un. Ils ont également examiné son journal intime, mais ni les récits de Michael ni les écrits de Jennifer n'ont révélé d'indices de problèmes ou de harcèlement. Dans les premiers jours de l'enquête, Michael est apparu dans les médias, demandant publiquement que sa femme et sa fille lui soient rendues saines et sauves. Pendant ce temps, les recherches ont commencé, se concentrant sur les rives et les environs du fleuve Colorado, qui se trouvait à 1/4 de mile de leur maison. Alors que les enquêteurs continuaient à analyser la scène à l'intérieur de la maison des blagues, ils ont fait appel à des chiens pisteurs pour suivre les odeurs de Jennifer et d'Abby et ont interrogé un large éventail de personnes, des membres de l'église aux paysagistes locaux. Malgré ces efforts, ils n'ont guère progressé dans la compréhension de ce qui s'était passé. Ils ont découvert que les blagues étaient une famille très privée et insulaire. Bien que Jennifer soit principalement à la maison en tant que mère et femme au foyer, elle n'a pas d'amis proches dans le voisinage. Les autorités ont reçu une information anonyme d'une femme qui affirmait avoir vu le monospace de la famille Blagg dans le quartier de Park Ridge, au Colorado, le jour de la disparition de Jennifer et d'Abby. Suite à la large couverture médiatique de l'affaire Jennifer et Abby, un employé des services juridiques du Colorado à Grand Junction a contacté la police, reconnaissant Jennifer lors d'une récente visite. L'employé a rapporté que Jennifer était venue à leur bureau quelques jours avant sa disparition, visiblement en détresse et affirmant que son mari, Michael Blagg, abusait d'elle. Jennifer s'est dite extrêmement effrayée et voulait divorcer le plus rapidement possible. Informée que personne n'était disponible pour la recevoir à ce moment-là, elle a quitté le bureau dans un état de panique. Cette nouvelle information a fait basculer l'enquête sur Michael. Fin novembre, la police l'a placé sous surveillance. Bien qu'il n'ait pas été officiellement désigné comme suspect ou personne d'intérêt, les autorités l'examinent de près et poursuivent leurs interrogatoires. Michael a toujours nié toute implication dans la disparition de sa famille lors des interrogatoires de police. Il a même exprimé publiquement sa frustration, déclarant qu'il était contrarié d'être continuellement interrogé et de faire l'objet d'une enquête. Pour faciliter les recherches,
Il a offert une récompense de 3000 dollars que l'église de la famille l'a aidé à réunir pour toute information permettant de retrouver Jennifer et Abby. En décembre, un mois après leur disparition, Michael a déménagé de la maison familiale, invoquant la difficulté de vivre là au milieu des souvenirs de sa famille disparue. Il a cherché publiquement une nouvelle maison qui pourrait les accueillir tous les trois et a tenu à montrer les cadeaux de Noël qu'il avait préparés pour Jennifer et Abby, soulignant qu'il espérait toujours leur retour. Alors que de nombreuses personnes ont d'abord sympathisé avec Michael, considérant que son chagrin d'amour était sincère, d'autres ont commencé à remettre en question ses réactions face à la situation. Ceux qui avaient été de fervents partisans de Michael ont commencé à reconsidérer leur position, sentant des incohérences dans ses réponses et son comportement lié à la disparition. Les analyses médico-légales du monospace de la famille Blagg ont révélé des traces de sang de Jennifer dans tout le véhicule, ainsi que du sang identifié comme étant le sien dans le garage. Cela indique que le monospace a probablement été utilisé lors de l'incident, peut-être pour transporter Jennifer et Abby. Cependant, le jour de la disparition, le monospace a été retrouvé garé dans le garage comme d'habitude. Cela soulève une question importante. Pourquoi un intrus aurait-il utilisé le véhicule familial pour déplacer les victimes et se serait-il ensuite donné la peine de le ramener? Ce détail suggère fortement qu'il s'agit d'une situation très suspecte et que quelqu'un connaissant bien la famille pourrait être impliqué. Pour ajouter à la confusion, en janvier, 2 mois après la disparition, Michael a signalé la disparition d'une grande partie des bijoux de Jennifer. Cela laisse perplexe car, lors de l'enquête initiale, il avait informé la police qu'aucun objet n'avait été volé. Le fait qu'il ait soudainement déclaré que des bijoux avaient disparu a suscité davantage de doutes et de questions quant à son implication dans l'affaire. Alors que Michael était sous surveillance, la police l'a observé en train de voler du matériel de bureau sur son lieu de travail. Il ne s'agissait pas d'un simple volume mineur. Il a pris une déchiqueteuse et une table, ce qui a semblé particulièrement étrange aux enquêteurs. En outre, le directeur de l'usine a signalé que plusieurs femmes s'étaient plaintes que Michael les suivait, ce qui a ajouté aux préoccupations croissantes concernant son comportement. Lorsque Michael a été interrogé sur le volume d'objets d'une valeur d'environ 500 $, il a fermement nié toute implication. La police l'a également interrogé sur la disparition de bijoux récemment signalés. Pendant une dizaine d'heures au commissariat, la police l'a directement accusé du meurtre de Jennifer et d'Abby. Au cours de cet interrogatoire musclé, Michael a fondu en larmes et s'est renseigné sur les différents chefs d'accusation de meurtre et sur les peines encourues. La police s'attendait à ce qu'il avoue, mais il n'a pas cédé. Les autorités avaient sous-estimé la formation militaire de Michael, qui l'avait préparé à faire face à des interrogatoires aussi poussés. Bien qu'il ait continué à parler avec la police pendant un certain temps, il a fini par demander un avocat et a quitté le commissariat. Le lendemain, lorsque les enquêteurs se rendent au nouvel appartement de Michael pour vérifier les objets volés, ils découvrent avec stupeur que Michael a tenté de mettre fin à ses jours. Ils ont trouvé Michael dans la baignoire, nu, avec une Bible à côté de lui. L'eau contenait une quantité importante de sang, mais Michael avait encore un pouls et respirait. L'enquêteur sur place, craignant que Michael ne meure de ses blessures, a tenté d'obtenir de lui une déclaration de décès. Cependant, Michael continue de nier toute implication dans la disparition de Jennifer et d'Abby. De nombreuses personnes étaient sceptiques quant à l'apparente tentative de Michael de mettre fin à ses jours, le frère de Jennifer y voyant un stratagème pour attirer la sympathie. Peu après, les forces de l'ordre ont appris que les blessures de Michael étaient en fait très superficielles et ne mettaient pas sa vie en danger. Les enquêteurs sont de plus en plus convaincus que Michael est responsable de la disparition de Jennifer et Abby et probablement de leur meurtre. Cependant, les soupçons ne suffisaient pas pour l'inculper. Ils avaient besoin de preuves concrètes. En avril 2002, 5 mois après l'appel 911 de Michael, le bureau du shérif a organisé des recherches dans tout le comté pour retrouver les restes de Jennifer et Abby. Avec 2000 volontaires et l'appui d'avions, les recherches ont couvert des centaines de kilomètres carrés pendant 10 jours, mais aucune preuve n'a été trouvée. Au cours de l'enquête,
les collègues de travail de Michael ont signalé un comportement inhabituel le jour de la disparition. Ils ont vu Michael se débarrasser d'une grande quantité de déchets dans une benne à ordures sur le site de travail, un comportement qu'ils ne lui avaient jamais vu adopter auparavant. La police s'est alors demandé si Michael n'avait pas profité de l'occasion pour se débarrasser de preuves concernant sa femme et son enfant. Les autorités ont décidé de fouiller la décharge du comté de Mesa, une opération importante et difficile. Lorsque Michael Blagg a appris l'existence de CES Recherche, il a quitté l'État sans en informer qui que ce soit. L'équipe de recherche a utilisé une technique appelée spéléologie, qui consiste à creuser dans la décharge pour trouver des journaux ou d'autres matériaux susceptibles d'indiquer quand les déchets ont été déposés. Ils ont passé 2 semaines à passer la décharge au peigne fin, mais n'ont malheureusement trouvé aucun élément susceptible de les aider dans leur enquête. Le 5 juin 2002, au 16e jour de recherche dans la décharge, une pelleteuse a déterré un seau de déchets qui a conduit à la découverte des restes de Jennifer. Son corps avait été enveloppé dans une tente et était en état de décomposition avancée, ce qui a nécessité une identification à l'aide des dossiers dentaires. Les déchets environnants ont été retracés jusqu'à Amitech, l'ancien lieu de travail de Michael, où il avait été licencié à la suite de l'incident de la table volée. La tentative de Michael d'échapper à la capture en fuyant l'État a été contrecarrée, car il est resté sous surveillance. Après l'identification des restes de Jennifer, Michael est arrêté en Géorgie, où il se cachait chez sa mère. Il a été accusé de meurtre au premier degré et extradé vers le Colorado pour y être jugé. L'autopsie a révélé que Jennifer avait été tuée par balle, la balle étant toujours logée dans son crâne. Les enquêteurs pensent qu'elle a été tuée pendant son sommeil, car elle a été retrouvée avec un appareil dentaire qu'elle n'utilisait que la nuit et des restes de son pyjama. L'équipe de recherche a continué à fouiller la décharge pendant 7 semaines supplémentaires dans l'espoir de retrouver les restes d'Abby, âgée de 6 ans, mais en vain. Les enquêteurs ont méticuleusement examiné tous les éléments de preuve, y compris la dynamique familiale et les détails des relations. Parmi les objets trouvés dans la maison, il y avait un livre à thème religieux contenant des notes manuscrites de Jennifer. Dans ces notes, elle mentionne une dispute avec Michael et l'entrée est datée du 12 novembre 2001, le jour précédant l'appel de Michael au 911. En examinant l'ordinateur de Michael, les enquêteurs ont été choqués de trouver des preuves de son recours à un service d'escorte et un fichier contenant plus d'1 millier d'images pornographiques. La nature de CES Images suggère des thèmes de coercition et de contrôle. Cette découverte a donné une image troublante de Michael, contrastant fortement avec l'image d'un père de famille traditionnel, chrétien et dévot qu'il avait présenté. Les photos révèlent un comportement troublant de domination et de contrôle, en particulier à l'égard des femmes. Michael avait affirmé que lui et sa famille étaient des chrétiens de nouveau et qu'ils avaient un mariage conventionnel. Cependant, le contenu explicite trouvé sur son ordinateur ne semblait pas correspondre au caractère et aux valeurs connues de Jennifer. Les entrées de son journal et ses croyances personnelles la décrivent comme une personne profondément religieuse qui prend sa foi au sérieux. Lorsqu'il a été interrogé sur le matériel pornographique, Michael a prétendu qu'il s'agissait de pimenter son mariage et a admis avoir fait regarder ce matériel à Jennifer pour s'éduquer. Cette explication semblait en contradiction avec ce que les enquêteurs savaient du niveau de confort de Jennifer et de ses croyances religieuses. La police a émis l'hypothèse que Jennifer aurait pu confronter Michael au sujet des images pornographiques présentes sur son ordinateur, ce qui aurait pu déclencher les événements qui ont conduit à sa mort. Ce scénario semblait plausible. Cependant, au cours du procès de Michael, la défense a proposé une autre théorie. Elle a suggéré qu'un prédateur d'enfants était responsable du meurtre de Jennifer et de l'enlèvement d'Abby, arguant que l'enquête avait été entachée par la présomption que le mari était toujours le coupable. L'accusation a soutenu que le 13 novembre 2001 au petit matin, Michael Blagg avait tué sa femme d'une balle dans la tête alors qu'elle dormait, avait enveloppé son corps dans une tente, avait transporté ses restes dans le monospace familial et s'en était débarrassé dans une benne à ordures sur son lieu de travail. En 2004,
Michael Blagg a été reconnu coupable du meurtre de sa femme et condamné à la prison à vie. Toutefois, la condamnation a été annulée 11 ans plus tard lorsqu'il a été découvert qu'une jurée avait faussement déclaré sur son questionnaire qu'elle n'avait jamais été victime de violences domestiques, ce qui a compromis l'équité du procès. Michael Blagg a été rejugé en 2018 et, une fois de plus, reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il a été condamné à la prison à vie. Cependant, la recherche de sa fille Abby n'est toujours pas résolue. 20 ans se sont écoulés depuis qu'Abby, alors âgée de 6 ans, a été vue pour la dernière fois. Bien que les forces de l'ordre soient convaincues qu'elle a probablement péri aux côtés de sa mère, l'affaire n'est toujours pas résolue et elle figure toujours sur la liste des personnes disparues. Dans la soirée du 25 octobre 2014, un samedi, Chelsea Brock, âgée de 22 ans, se préparait à participer à une fête d'Halloween. Chelsea résidait à Maybe, Michigan, États-Unis, et était la plus jeune de ses 5 frères et sœurs, la seule à vivre encore chez elle. Elle travaillait chez Olga's Kitchen dans le Mall of Monroe et souhaitait poursuivre ses études en s'inscrivant au Monroe Community College pour obtenir un diplôme culinaire. Ce soir-là, Chelsea s'est rendue avec quelques amis à la fête annuelle d'Halloween de Big Mike à Frenchtown Township dans le Michigan. Certains de ses collègues d'Olga's Kitchen devaient également participer aux festivités. L'attente était grande, car les fêtes de Big Mike étaient réputées pour leur taille, leur enthousiasme et les souvenirs qu'elles laissaient. Organisées dans la ferme de sa mère, généralement dans l'un des champs, ces fêtes d'Halloween attiraient des centaines de personnes. Chelsea, accompagnée de son amie Rebecca Becky Brinson, a choisi de participer à la fête déguisée en personnage de l'univers de Batman. Chelsea a décidé d'incarner Poison Ivy, une méchante de la série. Elle a confectionné son propre costume, un juste-au-corps vert orné de feuilles et de fleurs méticuleusement cousues, assorti d'un legging noir et de chaussures plates confortables. Pour compléter sa transformation, Chelsea a trouvé une perruque violet foncé et a porté une bouteille de vin étiquetée « Poison », incarnant ainsi l'accessoire emblématique du personnage. Laura Taylor a transporté Chelsea à la fête et celle-ci a apporté un sac de voyage car elle avait l'intention de passer la nuit chez son amie. Elle a laissé son sac dans la voiture de Laura à son arrivée. La fête, qui a commencé vers 10 heures, a dépassé leurs attentes en termes d'excitation et de taille. La propriété comportait 2 grandes tentes, spécialement montées pour l'événement, et environ 600 personnes étaient présentes, ce qui a contribué à l'atmosphère festive. Peu après leur arrivée à la fête, Chelsea a accidentellement heurté une structure en bois, ce qui lui a causé un certain inconfort. Souhaitant d'abord partir, les amis de Chelsea ont réussi à la convaincre de rester à la fête. Laura décide cependant de partir vers 1h du matin. Ne parvenant pas à retrouver Chelsea avant son départ, Laura confie les affaires de Chelsea, son sac à main et son téléphone à Becky. Malheureusement, Becky n'a pas non plus trouvé Chelsea lorsqu'elle s'est préparée à quitter la fête et elle a donc pris le téléphone et le sac de Chelsea avec elle en partant. Le lendemain, Becky a laissé un message au domicile de Chelsea pour l'informer de la situation et l'inviter à récupérer ses affaires. Par la suite, dans la soirée du 26 octobre, la sœur de Chelsea a contacté Becky via Facebook après que Chelsea ne soit pas rentrée chez elle. Supposant initialement que Chelsea était restée chez une amie, comme prévu à l'origine, Becky a gardé espoir. Cependant, le lendemain, 27 octobre, en l'absence de tout contact avec Chelsea, sa famille s'inquiète de plus en plus et signale officiellement sa disparition aux autorités. L'enquête de police révèle que la fête a commencé à midi et s'est poursuivie jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Plusieurs personnes ont déclaré avoir rencontré Chelsea entre 1h et 3h du matin pendant les festivités. Chelsea semblait en détresse et en larmes et s'est approchée de plusieurs fêtards pour leur demander d'utiliser leur téléphone portable afin de pouvoir rentrer chez elle avec ses amis. Vers 1h du matin, Gavin Hewlett a permis à Chelsea d'utiliser son téléphone. Elle s'est confiée à lui, exprimant sa détresse face au départ de ses amis de la fête, visiblement bouleversée et en pleurs. Plus tard, entre 2 et 3 heures du matin,
Chelsea a contacté Alexandria Fraunhofer, lui demandant de l'aider à organiser son retour à la maison. En outre, Chelsea a contacté son amie Penny Renee Watkins à 2h30 du matin à partir d'un numéro inconnu, lui demandant de la raccompagner. Malheureusement, Penny n'a pas pu répondre à la demande de Chelsea car elle était déjà chez elle et n'était pas en état de conduire. Chelsea a été vue pour la dernière fois à 3h du matin sur le parking devant l'une des tentes de la fête, accompagnée d'un homme non identifié. L'enquête sur la disparition de Chelsea s'est avérée difficile et complexe. L'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, le site de la fête, n'a pas fourni d'indices ou de preuves significatives quant à l'endroit où elle se trouvait. Pour compliquer les choses, le grand nombre de participants à la fête, dont beaucoup étaient inconnus, et le fait qu'ils étaient déguisés, ont rendu l'identification et le repérage difficiles. La police a interrogé Big Mike, l'hôte de la fête, qui a confirmé que s'il connaissait bien la plupart des participants, il ne reconnaissait pas Chelsea et ignorait l'heure de son départ et le lieu où elle se trouvait par la suite. Pour tenter de retrouver Chelsea, sa famille a pris des mesures proactives, menant ses propres investigations dans diverses régions du Michigan et distribuant des prospectus à grande échelle. En outre, elle a offert une récompense pour toute information précieuse. Malgré leurs efforts concertés, aucune piste substantielle ne s'est dégagée. Près de 5 mois après que Chelsea ait été vue pour la dernière fois, l'affaire a connu une avancée décisive. Le 22 mars 2015, Cheryl Retzlaff a découvert une chaussure de femme alors qu'elle nettoyait son jardin près d'un fossé sur sa propriété de 3,5 acres en partie boisée, situé à environ 2 et 3 miles du lieu de la fête d'Halloween. Une confirmation ultérieure a révélé que la chaussure appartenait à Chelsea. Environ une semaine plus tard, le 28 mars 2015, le justo-corps et la perruque de Chelsea ont été découverts par Eric Kassab dans un bâtiment abandonné près de la voie ferrée au 2636 1 Peters Road à Flat Rock, Michigan. La police a obtenu un profil ADN à partir de cellules de peau et de sang trouvées sur le justo-corps. Puis, le 24 avril 2015, John Marcone a découvert les restes de Chelsea alors qu'il travaillait sur son terrain non aménagé de 13 acres dans le canton d'Ashe, dans le comté de Monroe, dans le Michigan, à environ 7 miles de la propriété de Cheryl. Cette découverte a marqué un développement important dans l'enquête sur la disparition de Chelsea. La découverte d'une correspondance ADN sur le justo-corps de Chelsea a conduit les autorités à Daniel Clay, un individu de 28 ans dont le nom n'avait jamais été mentionné dans l'enquête. La police a eu accès à son profil ADN lors d'une arrestation antérieure liée à une accusation de volume, qui avait été rejetée. Il convient de noter qu'une modification législative intervenue en 2015 a permis aux services répressifs de prélever l'ADN de suspects dans des affaires de crimes sans condamnation préalable, ce qui constitue un changement par rapport aux exigences antérieures. Lors de l'interrogatoire de la police, Daniel Clay a d'abord nié connaître Chelsea, affirmant qu'il ne l'avait pas vue la nuit du 25 octobre et qu'il ignorait son identité. Cependant, son récit a évolué au cours des interrogatoires suivants, avec l'apparition de différents récits. Affirmant d'abord n'avoir eu aucune interaction avec Chelsea, il a ensuite admis lui avoir brièvement parlé. Finalement, après avoir été informé des preuves ADN le reliant au justo-corps de Chelsea, il a changé de version, affirmant qu'il y avait eu une relation sexuelle consensuelle entre eux. Bien qu'il ait d'abord affirmé que Chelsea et lui s'étaient livrés à une activité sexuelle consensuelle, le récit de Daniel a subi d'autres modifications. Il a d'abord déclaré qu'ils avaient eu une relation sexuelle sur la banquette arrière de son véhicule avant de se séparer. Cependant, après une enquête plus approfondie, il a fourni une description plus détaillée des événements. Daniel a raconté avoir rencontré Chelsea, qui semblait en état d'ébriété et portait sa perruque après avoir quitté la fête. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté. Selon lui, ils ont roulé pendant une courte distance avant de s'arrêter au bord de la route où ils ont eu des rapports sexuels. Il a informé les autorités que, pendant la relation, Chelsea a commencé à le mordre et à le frapper, l'incitant à l'étrangler, ce qu'il a fait. Au bout d'environ 20 à 30 secondes, elle n'a plus réagi. Daniel a affirmé qu'il avait tenté en vain de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire,
qu'il avait été pris de panique et qu'il s'était mis à conduire jusqu'à ce qu'il découvre un endroit isolé où il avait dissimulé le corps de la jeune femme dans les bois. Il a insisté sur le fait que ces actes n'avaient pas pour but de causer la mort de la jeune femme. Daniel est accusé d'homicide volontaire et de dissimulation de la mort d'un individu. L'accusation prétend que Daniel est responsable de la mort de Chelsea et qu'il a dissimulé son corps. Ils ont suggéré que certains éléments du récit de Daniel pouvaient avoir une part de vérité. Chelsea a peut-être accepté d'être raccompagnée chez elle ce soir-là, étant donné qu'elle portait son costume d'Halloween, qu'elle n'avait pas de téléphone et que ses amis étaient déjà partis. Cependant, ils ont soutenu que Chelsea n'avait pas consenti à quoi que ce soit d'autre. Au cours du procès, le médecin légiste a témoigné. Malgré la version des faits de Daniel, le médecin légiste a conclu que Chelsea était morte d'un traumatisme crânien dû à un objet contondant et non d'une asphyxie. Elle a expliqué que le corps de Chelsea était trop décomposé pour que l'on puisse prouver qu'il y avait eu strangulation. En outre, elle a informé la cour qu'il faut généralement environ 2 minutes et demie de pression soutenue pour étouffer mortellement quelqu'un, ce qui contraste avec l'affirmation de Daniel selon laquelle la pression exercée sur le cou de Chelsea n'a duré que 20 à 30 secondes. Le médecin légiste a été interrogé sur la possibilité que la mâchoire de Chelsea ait été fracturée à la suite d'une chute. Elle a déclaré que la fracture se situait dans une partie bien protégée de la mâchoire, ce qui rendait très improbable qu'une chute puisse entraîner des fractures aussi spécifiques et graves. En outre, elle a exprimé sa conviction que la mort de Chelsea avait été causée par un traumatisme contondant au visage, car elle a estimé que les fractures étaient suffisamment graves pour être fatales. En outre, la cour a été informée que les bretelles du juste-au-corps de Chelsea étaient tordues et déchirées, que la zone de l'entrejambe était déchirée et que des traces de sang avaient été trouvées à l'intérieur du costume. Au cours du procès, Jessica Ivey-Pribyl, qui connaissait Chelsea et Daniel et avait un enfant avec Daniel, a témoigné. Elle a indiqué qu'elle ne se souvenait pas que Daniel ait mentionné quoi que ce soit au sujet de Chelsea après sa disparition. Cependant, après l'arrestation de Daniel, il a tenté de la contacter à 2 reprises depuis le poste de police, laissant des messages vocaux exprimant de profonds remords, admettant qu'il avait commis une grave erreur et prévoyant une longue absence. Michael Roe-Rigg, représentant le bureau du procureur du comté de Monroe, s'est adressé au jury, affirmant qu'un examen approfondi des preuves indiquait que l'accusé avait assassiné Chelsea, non pas par une quelconque forme d'asphyxie érotique, mais plutôt par de multiples traumatismes contondants au visage. L'accusation a mis l'accent sur 3 points essentiels à l'intention du jury, affirmant que ces facteurs indiquaient collectivement que la mort de Chelsea n'était pas accidentelle. Premièrement, la présence de traumatismes contondants au visage de Chelsea. Deuxièmement, la découverte de sang à l'intérieur du costume de Chelsea. Troisièmement, l'observation de sangles et d'un entrejambe déchiré sur le costume de Chelsea. La défense a soutenu que Daniel était effectivement responsable de la mort de Chelsea, mais qu'il s'agissait d'un accident involontaire. Elle a soutenu que pendant un rapport sexuel consensuel, une asphyxie érotique consensuelle, une pratique consistant à étouffer pour augmenter le plaisir sexuel, s'est produite, entraînant la mort accidentelle de Chelsea. Au cours de son témoignage, Daniel a informé la cour que les fractures constatées sur le visage de Chelsea étaient dues au fait qu'il avait accidentellement fait tomber son corps à plusieurs reprises en cherchant un endroit pour le dissimuler, et qu'une bûche était tombée sur son corps alors qu'elle se trouvait au sol. La défense a maintenu que Daniel n'avait pas infligé les graves lésions aux os du visage de Chelsea. Son avocat, Russell Smith, a insisté auprès du jury sur le fait que Daniel ne savait pas comment les blessures de Chelsea s'étaient produites, suggérant qu'elles auraient pu se produire quelques heures après sa mort. Lors de son témoignage, Daniel a déclaré qu'il était fortement intoxiqué cette nuit-là, qu'il avait des trous de mémoire et qu'il n'était pas en mesure de se souvenir pleinement des événements. Le docteur Megan Moore, anthropologue médico-légal, a éclairé la cour sur la possibilité que les fractures faciales de Chelsea aient été causées par la chute de son corps. Elle a exprimé son scepticisme à l'égard de l'explication de Daniel, la jugeant peu plausible. Le docteur Moore a expliqué que si le corps de Chelsea était lâché de la hauteur de Daniel, il pourrait en résulter une fracture de la mâchoire,
mais qu'elle s'attendrait à des blessures supplémentaires à l'arête du nez en raison de sa nature saillante. Elle n'est pas d'accord avec l'idée que la chute du corps ou la chute d'une bûche sur le corps ait causé les fractures orbitales. La défense a fait témoigner son propre expert, le docteur Daniel Spitz. Il est d'accord avec la suggestion de la défense selon laquelle la chute du corps par Daniel et l'incident de la bûche qui a suivi sont des explications potentielles pour les fractures de Chelsea. Cependant, le docteur Spitz a maintenu son accord avec la position de l'accusation selon laquelle la mort était due à un homicide. Daniel a admis avoir caché le corps de Chelsea après avoir paniqué en constatant qu'elle ne respirait plus. Son avocat Russell a déclaré au jury « Clay n'avait pas l'intention de tuer Chelsea. Il a essayé des techniques de réanimation. Quel motif Clay avait-il de tuer Chelsea? Il n'y avait pas de motif. » Bien que la défense ait affirmé que Daniel était coupable d'homicide involontaire et non de meurtre en raison de l'absence d'intention de tuer, le jury, après 3 heures de délibération, l'a déclaré coupable de meurtre et de dissimulation de la mort d'une personne. En conséquence, Daniel a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour la condamnation pour homicide volontaire et à une peine de 40 à 60 mois d'emprisonnement pour la condamnation pour dissimulation. Daniel s'est excusé au tribunal, mais le juge Daniel S. White, juge du circuit de Monroe, ne l'a pas cru sincère. « J'ai passé 10 jours au procès avec M. Clay et je l'ai écouté pendant d'innombrables heures changer son histoire à chaque fois que les inspecteurs l'interrogeaient ou apportaient un élément nouveau. C'était très clair pour moi, M. Clay. Vous êtes un menteur, un violeur et un tueur. » Après sa condamnation dans l'affaire de la mort de Chelsea, Daniel a dû faire face à d'autres conséquences juridiques pour un autre incident d'agression sexuelle contre une autre femme qui s'est produit en 2016, avant les accusations liées à la mort de Chelsea. Il a également été reconnu coupable dans cette affaire et a été condamné à une peine de 40 à 75 ans de prison. Sidney Irene Loof est née le 21 août 1993 à Broken Bow, dans le Nebraska. Élevée à Arcadia par ses parents George W. et Susie Loof, Sidney et sa famille ont déménagé à Neligh vers 2000. Elle était reconnue pour ses talents de pêcheuse. Bien qu'elle ait pratiqué le basket-ball et le golf pendant ses années d'école, sa participation au sport a été réduite en raison de la scoliose qu'elle a développée à l'adolescence. Après avoir obtenu son diplôme au lycée Neligh-Oakdale en 2011, elle a trouvé un emploi dans un magasin Menards situé à proximité. Le 16 novembre 2017, un jeudi, Sidney Loof, âgée de 24 ans, était censée travailler chez Menards à Lincoln, au Nebraska, où elle occupait le poste de caissière. Cependant, elle ne s'est pas présentée à son poste et n'a informé personne de son absence. Inquiets, SIS collègues, ses amis et sa famille ont tenté de la joindre par téléphone et par SMS, mais n'ont reçu aucune réponse. La famille de Sidney a déménagé à Neligh lorsqu'elle était en 2e année. Sa mère, Susie, était enseignante spécialisée, tandis que son père, George, était directeur d'école. Ils ont maintenu un lien étroit, et même après que Sidney a déménagé de Menards à Norfolk, à la succursale de Lincoln, ils ont fait des efforts pour rester en contact régulièrement, se rencontrant souvent pour dîner. Sidney se rendait fréquemment chez elle, notamment le week-end du 10 novembre, lorsque Susie l'a raccompagnée à Lincoln après le dîner. Sidney était aux prises avec une dépression et trouvait ses médicaments inefficaces, ce qui l'a poussé à consulter un nouveau médecin qui lui a prescrit d'autres médicaments. Tout au long de la semaine du 13 novembre, Susie a noté une amélioration de l'humeur de Sidney qui exprimait un désir de changement, notamment en cherchant un nouvel emploi. Néanmoins, lorsque Sidney ne s'est pas présenté au travail et que ses collègues ont alerté sa famille, les inquiétudes se sont accrues malgré le comportement positif de Sidney depuis quelque temps. Les parents de Sidney ont visité son appartement en duplex et ont constaté que Sidney était absente, mais que son chat adoré, Mimsy, était toujours présent. Cela a immédiatement accru l'inquiétude de Susie, qui savait que Sidney ne laisserait pas son chat seul pendant une période prolongée, sans nourriture ni eau. Craignant le pire, ils ont signalé la disparition de Sidney à la police. Auparavant, la police avait procédé à un contrôle du bien-être de Sidney
à la demande de ses collègues. Bien que rien ne semble anormal à l'intérieur de l'appartement, hormis l'absence d'eau pour Mimsy, l'état verrouillé de l'appartement et la voiture de Sidney garée à l'extérieur suggèrent qu'elle n'est pas simplement sortie brièvement. Bien qu'il n'y ait aucun signe apparent d'acte criminel, la famille de Sidney reste convaincue que quelque chose ne va pas et la police prend ses inquiétudes au sérieux. Suzy a informé la police qu'elle soupçonnait sa fille d'être allée à un rendez-vous dans la soirée du 15 novembre. Elle a fourni une capture d'écran d'un message Snapchat de Sidney contenant une photo d'elle avec la légende « Prête pour mon rendez-vous ». Les amis de Sidney ont corroboré cette information, confirmant qu'elle avait prévu de rencontrer une femme nommée Audrey avec laquelle elle s'était connectée sur Tinder. Après avoir examiné les relevés téléphoniques de Sidney et les images de surveillance de son lieu de travail, les autorités ont identifié une personne avec laquelle elle devait s'entretenir de toute urgence. La dernière fois que le téléphone de Sidney a capté une antenne cellulaire, c'était dans le quartier de Wilbur, à proximité d'un appartement occupé par une femme du nom de Bailey Boswell. Les enquêteurs pensent que Bailey, âgée de 26 ans, est la personne que Sidney a rencontrée dans la nuit du 15 novembre sous le nom d'Audrey en ligne. Lorsque la police l'a contactée, Bailey a affirmé qu'elle et Sidney avaient eu 2 rendez-vous, le second ayant eu lieu dans la nuit du 15 novembre, la veille du jour où la disparition de Sidney a été signalée. Bailey déclare qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Sidney depuis lors et qu'elle ne sait pas où elle se trouve. La police avait l'intention de poursuivre les discussions avec Bailey, mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle s'est enfuie avec son petit ami de 52 ans, Aubrey Trail. Tout en échappant aux autorités, Bailey et son petit ami Aubrey Trail ont publié sur Facebook des vidéos affirmant leur innocence concernant la disparition de Sidney et exprimant l'espoir qu'elle revienne saine et sauve. Bailey a prétendu avoir eu 2 rendez-vous avec Sidney, déclarant qu'elle l'avait déposée chez un ami et qu'elle n'avait plus entendu parler d'elle depuis. Dans une vidéo, elle s'est excusée auprès de la famille de Sidney, niant toute implication dans sa disparition et exprimant son souhait de voir Sidney se rétablir rapidement, la décrivant comme une personne merveilleuse. Après plusieurs jours de poursuite, la police a fini par localiser Bailey et Aubrey Trail dans un hôtel de Branson, dans le Missouri. Malgré leurs tentatives pour échapper à la capture, les forces de l'ordre ont réussi à les appréhender. Malheureusement, plusieurs semaines après la disparition de Sidney, une analyse approfondie du téléphone de Bailey et des relevés de localisation a permis à la police de découvrir les restes de Sidney. Il est choquant de constater que le corps de Sidney a été démembré et que ses restes ont été divisés en 14 parties et placés dans des sacs poubelles en plastique noir dispersés dans les fossés du comté de Clay. Il est à noter que certains organes de Sidney, dont son cœur, ont disparu. Bailey et Aubrey ont été accusés de meurtre au 1er degré, d'élimination inappropriée de restes humains et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Alors que Bailey a plaidé non coupable des 3 chefs d'accusation, Aubrey a plaidé non coupable du meurtre et de la conspiration, mais a admis sa culpabilité pour l'élimination inappropriée de restes humains. Bien que des procès séparés aient été ordonnés, l'accusation a présenté des dossiers essentiellement identiques contre Bailey et Aubrey. Les procès se déroulent à Lexington, la défense estimant que la grande publicité faite autour de l'affaire empêcherait la tenue d'un procès équitable à Wilbur. L'accusation a affirmé que Sidney avait été assassinée par strangulation dans le cadre d'une attaque préméditée et méticuleusement planifiée par Aubrey et Bailey pour réaliser un fantasme sexuel dépravé. L'accusation a soutenu qu'Aubrey et Bailey étaient à la tête d'un groupe cherchant à recruter des jeunes femmes pour des activités sexuelles, Bailey utilisant Tinder pour trouver des victimes potentielles. Les preuves présentées au jury indiquent que Bailey a pris contact avec Sidney via Tinder, ce qui a conduit à un rendez-vous au cours duquel ils ont conduit, conversé et consommé de l'alcool et des substances interdites. Bailey a ensuite organisé une nouvelle rencontre avec Sidney dans la nuit du 15 novembre, demande que Sidney a acceptée. Bailey a amené Sidney dans l'appartement qu'il partageait avec Aubrey dans le sous-sol de Wilbur. Selon l'accusation, à l'arrivée de Sidney, Bailey et Aubrey l'ont immédiatement attaqué, l'étranglant avec une rallonge électrique sur le sol du salon.
Ils ont affirmé que Sidney avait été tué dans les 24 minutes suivant son entrée dans l'appartement. Après le meurtre, Bailey et Aubrey ont méticuleusement nettoyé l'appartement, ce qui faisait partie de leur plan prémédité, a soutenu l'accusation. Ils ont ensuite démembré Sidney et se sont débarrassés de ses restes dans le comté de Clay le lendemain, 16 novembre. Les images de surveillance présentées au jury montrent Bailey et Aubrey en train d'acheter des outils de démembrement et des produits de nettoyage le 15 novembre, quelques heures seulement avant le meurtre de Sidney. Le témoignage de leur propriétaire, Jennifer Cole, a révélé que le 16 novembre, en entrant dans la maison, elle a détecté une forte odeur d'eau de Javel et de Clorox, indiquant qu'un grand nettoyage avait été effectué. Il a été établi que la mort de Sidney était un homicide par strangulation, comme l'a révélé l'autopsie pratiquée sur les 13 parties du corps retrouvées. L'examen a révélé des abrasions sur les poignets de Sidney, une blessure à la tête, des lobes d'oreilles déchirés, ainsi que des abrasions et des ecchymoses dans le dos. Les blessures défensives suggèrent que Sidney s'est battu pour sa vie. Le docteur Michel Elief, médecin légiste, a déclaré au tribunal que la cause du décès de Sidney était un homicide par strangulation. Les rapports toxicologiques ont révélé la présence d'antidépresseurs dans l'organisme de Sidney. En outre, il a été noté au cours de la procédure qu'en dehors des organes manquants, la partie du corps de Sidney qui n'a pas été retrouvée est la partie supérieure de son bras gauche, plus précisément la zone située au-dessus du coude et au-dessous de l'épaule. Au cours du procès d'Aubrey, il s'est emporté, proclamant avec véhémence l'innocence de Bailey dans la mort de Sidney. « Bailey est innocent, je vous maudis tous ». Il s'est ensuite infligé des blessures en se tranchant la gorge à 3 reprises avec une lame de rasoir. Après cet incident, Aubrey n'a pas assisté au procès pendant 2 semaines. Lorsqu'il réapparaît enfin dans la salle d'audience au cours de la phase de défense, uniquement pour témoigner, il est amené en fauteuil roulant et fait remarquer au juge avec un sourire en coin « Je vais être bon ». Il est rare qu'un accusé témoigne à son propre procès en raison des risques encourus, tels que révéler trop d'informations, avoir du mal à répondre efficacement aux questions ou faire preuve d'hostilité à l'égard des avocats qui l'interrogent, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur la perception du jury. Toutefois, dans le CS d'Aubrey, sa décision de témoigner n'était pas aussi inhabituelle en raison de ses nombreuses interactions antérieures avec la police après son arrestation. Lors des premiers interrogatoires de police qui ont suivi son arrestation, Aubrey a raconté une histoire bizarre concernant une prétendue secte sexuelle dont lui et Bailey auraient fait partie. Il a parlé de sorcellerie, a affirmé être un vampire capable de voler et s'est présenté comme le chef d'un culte sexuel comptant des sorcières parmi ses membres. Selon le récit initial d'Aubrey, les sorcières auraient acquis leur pouvoir en torturant et en tuant d'autres femmes. En ce qui concerne la mort de Sidney, Aubrey a affirmé l'avoir payé 5 000 $ pour qu'elle participe à un fantasme sexuel avec 2 autres femmes. Il a affirmé que la mort de Sidney était survenue accidentellement au cours de l'activité sexuelle consensuelle et a admis s'être débarrassé de son corps. Aubrey a également déclaré à la police qu'il avait démembré le corps de Sidney dans le cadre d'un rituel conforme à ses croyances religieuses. Il a affirmé avoir vidé son sang pour remettre son âme au Dieu dans un lieu sacré et avoir arrangé les parties de son corps pour accélérer son processus de réincarnation. Lors de son témoignage, Aubrey a informé le jury que lui et Bailey avaient rencontré Sidney en mars 2017 et l'avaient payé pour participer à leurs activités illicites en raison de ses besoins financiers. Il a affirmé qu'ils avaient perdu le contact par la suite, mais en novembre 2017, Bailey a cherché à relancer leur relation et a de nouveau contacté Sidney. Aubrey a affirmé que Sidney, qui avait besoin d'argent, avait accepté de le rencontrer le 15 novembre, raison pour laquelle il se trouvait chez Menards ce jour-là. Aubrey a affirmé avoir offert à Sidney 5 000 $ pour qu'elle participe à leur opération de volume d'antiquité. Plus tard dans la soirée, ils se sont livrés tous les 3 à des activités sexuelles, au cours desquelles Sidney a été accidentellement asphyxié par une rallonge électrique qu'ils utilisaient dans le cadre d'un jeu sexuel. Aubrey a déclaré « Ce qui suit. Je ne sais pas si Sidney a eu une crise ou quoi, mais c'est à ce moment-là qu'elle a cessé de respirer.
Il a informé la Cour que le démembrement du corps de Sidney ne comportait aucun aspect cérémoniel, rejetant toute notion de sorcellerie, de vampire ou de prélèvement de sang comme étant fausse. Il a expliqué qu'il avait eu recours au démembrement parce que son corps ne rentrait pas dans la voiture. Interrogé sur l'outil qu'il a utilisé, il l'a décrit comme une scie courbée, semblable à une scie à métaux. Aubrey a admis avoir été pris de panique et s'est débarrassé des restes de Sidney dans un champ du comté de Clay à l'aube du 16 novembre. Il justifie le fait qu'il n'ait pas demandé d'aide en exprimant ses doutes sur le fait que quelqu'un puisse croire son récit de mort accidentelle. Aubrey a reconnu s'être débarrassé du corps de Sidney, mais a maintenu que sa mort était survenue accidentellement au cours d'une activité sexuelle impliquant une rallonge électrique. Au cours de son procès, Madame Bailey a nié avec véhémence toute implication dans les événements. Au lieu de cela, l'équipe juridique a fait valoir qu'elle était elle-même victime des actes d'Aubrey. Ils l'ont décrite comme une jeune femme vulnérable lorsqu'elle a rencontré Aubrey, soulignant son isolement et le fait qu'elle venait d'échapper à une relation abusive avec le père de son enfant alors qu'elle travaillait comme serveuse à Princeton, dans le Missouri. La défense a fermement affirmé que Bailey n'avait joué aucun rôle dans la mort de Sidney ou dans l'élimination de son corps. Toutefois, l'accusation a réfuté cette affirmation en présentant des preuves qui contredisent l'innocence de Bailey. Les avocats ont souligné la proximité d'un téléphone portable lié au compte Tinder de Bailey et de l'endroit où les restes de Sidney ont été découverts. L'analyse détaillée des relevés de téléphone et de localisation de Bailey a finalement aidé les forces de l'ordre à retrouver les restes de Sidney. Le tribunal a également appris que c'est Bailey qui a pris contact avec Sidney et organisé leur rencontre. C'est elle qui est venue chercher Sidney au duplex le soir du 15 novembre. Les témoignages de 3 autres femmes qui avaient eu des relations à différents moments avec Aubrey et Bailey, toutes issues de Tinder, ont été présentées au jury. Elles ont déclaré que Bailey les avait contactées sur Tinder et qu'elle s'était engagée dans des activités sexuelles avec Bailey et Aubrey. Une femme a déclaré qu'elle avait même voyagé avec eux après leur rencontre Tinder. Elle a affirmé qu'Aubrey lui versait une allocation hebdomadaire de $200 et l'invitait à se joindre à ce qu'il appelait sa secte. Il a décrit les membres du groupe comme des sorcières et l'a informé que pour en faire partie, elles devraient participer à des actes de torture et de meurtre. Il a même suggéré des victimes potentielles, y compris une femme qu'ils avaient rencontrée sur Tinder. Selon son témoignage, Bailey était appelée la reine sorcière au sein du groupe. Une autre femme a témoigné que Bailey discutait fréquemment de son désir de casser des doigts et de sa fascination pour le démembrement des corps, exprimant son plaisir dans les conversations sur la torture. Les 3 femmes qui ont témoigné ont souligné que Bailey et Aubrey discutaient activement de torture et de meurtre. En outre, la Cour a été informée que Bailey était en compagnie d'Aubrey le jour où Sidney a été tué et qu'ils ont acheté ensemble des outils tels qu'une scie à métaux, des cisailles à métaux et un couteau utilitaire chez Home Depot. Vers midi, ce jour-là, Bailey a envoyé un SMS à Sidney pour s'enquérir de sa journée. Les relevés téléphoniques et les images de sécurité ont confirmé que Bailey se trouvait sur le parking de Menard avec Aubrey au moment où elle a envoyé le message Tinder. Bien que Sidney travaille chez Menard, rien n'indique qu'elle était au courant de la présence de Bailey. Quelques heures plus tard, Bailey a envoyé à Sidney un autre message Tinder, l'informant qu'elle était à son appartement pour venir la chercher. Alors que Sidney s'attendait à ce qu'ils fassent un tour en voiture lors de leur rendez-vous, les relevés téléphoniques suggèrent qu'ils se sont plutôt rendus à l'appartement où Bailey et Aubrey résidaient. L'avocat de Bailey a soutenu que les preuves concernant Bailey indiquaient qu'elle avait participé à l'achat d'eau de Javel et de sacs poubelles qu'Aubrey avait utilisés pour se débarrasser du corps de Sidney, ce qui pourrait la rendre coupable de complicité dans l'élimination inappropriée de restes humains. Toutefois, il a invité le jury à se demander si ces preuves étaient suffisantes pour établir la complicité de meurtre au premier degré ou le complot en vue de commettre un meurtre. Il a exhorté le jury à se concentrer uniquement sur les preuves présentées et à ne pas se laisser influencer par les photos graphiques de l'autopsie. Le jury n'a délibéré que quelques heures avant de décider de condamner Aubrey Trail pour meurtre au premier degré,
association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et élimination inappropriée de restes de squelettes humains. Trail a demandé un nouveau procès qui a été refusé par le juge. Bailey Boswell, quant à elle, a obtenu gain de cause dans sa demande de changement de lieu de procès, invoquant un préjudice. Toutefois, en février 2020, la juge de district s'est récusée en raison de son implication dans la mise en œuvre du protocole d'exécution du Nebraska. En octobre 2020, un jury a déclaré Bailey Boswell coupable de meurtre au premier degré, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et d'élimination inappropriée de restes humains. Puis, en juin 2021, un panel de 3 juges a décidé à l'unanimité de condamner Aubrey Trail à la peine de mort. Trail a tenté de se représenter lui-même dans la procédure d'appel, mais sa demande a été rejetée. En attendant, Bailey Boswell a été condamné à la réclusion à perpétuité, l'un des 3 juges ayant déclaré que ces actes n'atteignaient pas le seuil de dépravation exceptionnelle requis pour l'application de la peine de mort.